en l'anonymat, qui était principalement utilisé pour le commerce de drogue, d'armes à feu, de faux documents d'identité et d'autres produits illicites. Ross, son créateur, a su tirer profit de Bitcoin en l'utilisant comme moyen de paiement exclusif dès février 2011. 9,9 millions de Bitcoin ont transité pour une valeur d'environ 214 millions de dollars entre février et octobre 2013, soit 161 millions d'euros environ. Et ce sont approximativement 30 000 Bitcoins, soit environ 650 000 dollars ou 490 000 euros, qui sont saisis en octobre 2013 sur Silk Road suite à l'arrestation de son fondateur. Alors il faut quand même préciser que selon les analyses de Chainalysis, les transactions qui impliquent des activités illégales représentent seulement environ 0,34% du volume total des transactions de crypto-monnaies en 2023 versus 0,42% en 2022. Ça inclut une variété de crimes comme le blanchiment d'argent et les fraudes. Même si le montant absolu des activités illicites peut paraître élevé, il reste minuscule comparé à l'échelle du blanchiment d'argent réalisé par des méthodes plus traditionnelles. Par exemple, les activités de blanchiment d'argent via des monnaies traditionnelles sont estimées à environ 2,7% du PIB mondial, soit environ 2,6 trillions de dollars en 2021. Bitcoin est basé sur un système pseudonyme et non anonyme, si bien que dans ces cas d'activité illégale, l'État est en mesure d'identifier les coupables grâce à des entreprises expertes en traçabilité blockchain, comme par exemple Chainalysis. Elles arrivent à retracer les identités réelles des trafiquants et autres à partir de la blockchain. Mais comment ça se passe? Par exemple, si un hacker vole 900 bitcoins et fait l'erreur 6 mois après de transférer ses bitcoins sur un échange centralisé, qui lui permettrait donc de vendre ses bitcoins contre des dollars, et il peut se faire coincer là-bas. Un exchange, c'est une plateforme appartenant à une personne ou plus souvent à une entreprise qui permet de changer ses bitcoins en une autre monnaie fiat, c'est-à-dire une monnaie classique comme l'euro ou le dollar. Ça permet aussi de garder un portefeuille de façon souvent plus claire et simplifiée. En gros, ça fait office de banque en ligne des bitcoins. Parmi les plus connus, on peut citer Binance ou Coinbase. En ce sens, c'est l'idéal pour débuter et c'est ce qui semble être nécessaire pour une adoption du grand public. Comme le réseau est public et ouvert, il suffit d'attendre pour attraper les criminels une fois qu'ils passent par ces plateformes et de suivre au fil du temps les mouvements de leurs fonds. Ça peut paraître bête, mais beaucoup se font attraper comme ça. Et il y a un vrai sujet autour des plateformes d'exchange. Parce que le problème avec ça, c'est qu'on perd la maîtrise sur notre monnaie, ce qui est pourtant l'idée au cœur même de sa création. La technologie du Bitcoin garantit une certaine sécurité dans les échanges, mais si je mets mes Bitcoins sur un site, rien ne l'empêche de les utiliser comme il le souhaite. C'est comme ça que des affaires éclatent, comme celle de FTX, sur laquelle on a fait une vidéo l'an dernier et dont l'ancien dirigeant Sam Bankman-Fried est actuellement en train de faire appel de la peine de prison de 25 ans qu'il vient de recevoir pour avoir détourné plusieurs milliards d'euros provenant des dépôts de ses clients sans leur autorisation. Encore plus embêtant, si ces plateformes se comportent finalement un peu comme les banques en ligne de la crypto, elles ne sont légalement pas reconnues comme des banques et donc de ce fait ne sont pas régulées comme des banques classiques le sont. Alors c'est super de ne pas avoir de régulation d'État sur comment on échange des bitcoins parce que c'est sécurisé et régi entièrement par ses utilisateurs, mais là on passe par une tierce personne à qui on doit faire confiance alors que derrière on peut même pas vraiment être sûr de leur honnêteté et de leur fiabilité. Même si justement l'avantage de Bitcoin c'est sa sécurité béton et sa conception basée sur le fait de ne jamais avoir besoin de faire confiance à personne. Et c'est ce sur quoi des centaines de développeurs travaillent bénévolement depuis sa création parce que tous les utilisateurs ont intérêt à garder le Bitcoin sécurisé. Du coup, être sa propre banque, détenir ses propres Bitcoins soi-même, ça vient avec de super avantages, mais aussi des responsabilités. Revenons à notre histoire. La question qui est Satoshi brûle toutes les lèvres sans qu'on ne sache rien de lui. Son identité était et reste un mystère. Satoshi poste son dernier message public le 26 avril 2010, un simple poste de prévention d'attaque DOS, une attaque informatique qui consiste à envoyer plein de requêtes à un service comme un site web pour le faire tomber sous la charge. Pas d'au revoir. Pas de courbette, il s'est juste volatilisé. Les médias se mettent à vouloir trouver et révéler son identité, quitte parfois à créer des situations ridicules, comme en 2014 quand Newsweek balance l'adresse d'un pauvre Californien dont la seule erreur est de s'appeler Dorian Nakamoto. Alors sans déconner, qui peut vraiment croire que Satoshi Nakamoto aurait utilisé son vrai nom de famille sur des forums de crypto? Le pauvre Nakamoto, de son vrai nom, se fait harceler par des journalistes et des curieux jusque chez lui à la suite de la parution de l'article. À la suite de ça, un message est publié sur la page de la P2P Foundation, l'organisation néerlandaise qui étudie l'impact des réseaux pair à pair sur la société, avec un profil lié à Satoshi Nakamoto disant simplement « Je ne suis pas Dorian Nakamoto ». Le vrai Nakamoto est-il à l'origine de ces quelques mots? On ne le sait pas vraiment. Quoi qu'il en soit, il s'agirait de sa dernière intervention, si ça s'avérait véridique. Et pour la petite histoire, c'est à quelques rues de chez ce vrai faux Nakamoto que vivait un certain Hal Finney. C'est un informaticien américain, mais aussi et surtout un pionnier dans le domaine de la cryptographie et des technologies blockchain. Il a développé la première monnaie basée sur une preuve de travail réutilisable en 2004, mais Finney est aussi l'un des premiers collaborateurs de Satoshi. Il a été le destinataire de la première transaction Bitcoin non commerciale effectuée par Nakamoto
Nakamoto lui-même le 12 janvier 2009, une transaction de 10 bitcoins. Cette transaction, elle a marqué le début de l'existence de Bitcoin en tant que monnaie électronique fonctionnelle. Hal Finney continue à travailler sur des projets liés au Bitcoin et à la cryptographie jusqu'à sa mort en 2014 à 58 ans de l'ALS, aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot. Il est resté une figure respectée et influente dans la communauté des technologies blockchain et reste célèbre pour son rôle dans les premiers jours de Bitcoin. Et pour la petite histoire, il a été cryogénisé. Donc peut-être que si on arrive à le décongeler plus tard, il sera de retour. Sa femme a lancé le Running Bitcoin, un marathon qui a lieu en juin tous les ans depuis 2022 pour lever de l'argent pour la recherche contre ALS. La disparition de Satoshi Nakamoto a fait la différence vis-à-vis de toutes les crypto-monnaies créées ensuite. Parce que depuis sa disparition, plus personne n'est là pour prendre les grandes décisions qui confèrent au Bitcoin une indépendance totale que les autres cryptos n'ont pas, car leur fondateur est connu. Rester anonyme a été le coup de maître ultime de Nakamoto. Est-ce que c'est une personne ou un groupe de personnes? C'est impossible à savoir. Certains chercheurs qui ont analysé les messages et les comportements de Satoshi penchent pour un petit groupe de personnes talentueuses très déterminées. Mais au final, Bitcoin, ce sont des centaines de milliers de personnes, voire des millions. C'est tout le monde et c'est personne à la fois, car chaque personne derrière un nœud contribue au fonctionnement sain du réseau et travaille bénévolement sur le développement et le maintien du Bitcoin à travers le temps. L'anonymat de Nakamoto a créé une sorte de mythe. En 2013, le Bitcoin passe de 10 à 1000 $, c'est la folie, la ruée vers l'or, les gens deviennent tarés et le Bitcoin devient un objet de spéculation, mais avec une volatilité et une instabilité délirantes, passant du tout au tout un jour sur l'autre. Des fortunes se font et se défont à un rythme effréné. Un portefeuille Bitcoin s'apparente à un compte bancaire qu'on gérerait soi-même et dont l'accès est permis par une clé privée. Il faut imaginer ça comme la clé d'une maison, mais en version numérique. Si on a la clé, on peut ouvrir la maison. Mais si la clé est volée, des voleurs peuvent l'ouvrir à notre place. Cette clé, elle est générée par des maths et de la cryptographie. A contrario, une clé publique permet aux autres de voir le montant du portefeuille et à l'utilisateur de recevoir des paiements. Mais seule la clé privée permet d'accéder au fonds. Si bien que perdre sa clé privée revient à perdre toute preuve de propriété acceptée par le protocole et donc à perdre tous les bitcoins sur le protocole pour toujours. En 2013, un utilisateur a perdu 7500 bitcoins évalués à 7,5 millions de dollars américains, soit 5,65 millions d'euros, en jetant accidentellement un disque dur contenant sa clé privée. Environ 20% des bitcoins seraient ainsi perdus. La manière dont le monde s'est approprié le bitcoin est bien éloignée de la philosophie cypherpunk originelle. Rien d'étonnant pour un logiciel open source, car au final, les gens en font ce qu'ils veulent. Satoshi Nakamoto lui-même aurait amassé 1,1 million de bitcoins entre 2009 et 2010 en minant 22 000 blocs, ce qui en fait, en 2024, la 26e personne la plus riche du monde selon le classement de Forbes avec plus de 51 milliards de dollars. Et c'est l'exemple parfait pour illustrer l'immense fossé entre les gens qui utilisent Bitcoin pour essayer de s'enrichir et les vrais cypherpunks. Parce que Nakamoto n'a jamais touché à ce million de Bitcoin, car ça aurait voulu dire révéler son identité au monde, prouver qu'il était encore en vie et donc rendre le réseau moins neutre. En 2016, un certain Craig Wright fait une apparition dans les médias en déclarant qu'il n'est autre que le seul et unique Satoshi Nakamoto. Et pour le démontrer, il dit pouvoir accéder au premier bloc Bitcoin de la blockchain, c'est-à-dire qu'il aurait la clé privée de Satoshi Nakamoto. Bon, la démo a foiré, ses déclarations n'ont pas convaincu la communauté et le million de Satoshi n'a pas bougé, c'était donc une imposture. L'histoire est encore plus longue que ça, mais mériterait une propre vidéo à part parce que le mec est complètement taré. De 2015 à 2017, on entend parler du Bitcoin à tort et à travers, et le terme est utilisé pour un grand nombre de levées de fonds de start-up notamment, qui l'inscrivent dans leur cahier des charges sans savoir vraiment de quoi il s'agit. C'est aussi le début des ICO, des levées de fonds sur la blockchain en crypto-monnaie. L'emballement est à la limite du ridicule, ces dernières prolifèrent, chaque créateur déclarant vouloir faire comme le Bitcoin, mais en mieux, sauf qu'en palliant certaines faiblesses du Bitcoin, ces monnaies font des compromis en matière de sécurité. C'est pas évident de l'extérieur, mais il existe une réelle différence entre Bitcoin et toutes les autres cryptos, un fossé qui se creuse davantage à ce moment-là. C'est en tout cas un point qui est sujet à débat dans la communauté à différentes échelles. Souvent, il y a une entreprise derrière une crypto qui détient beaucoup d'unités de la monnaie en question. Le modèle du réseau est souvent lui aussi différent. On retrouve des systèmes qu'on appelle Proof of Stake par opposition au Proof of Work de Bitcoin. Dans ces systèmes, il faut détenir un certain montant de la crypto-monnaie sur un serveur informatique qui valide les blocs, comme le font les mineurs dans la Proof of Work. Et la sécurité vient du fait que si des erreurs sont commises, on peut se faire slasher, c'est-à-dire que l'argent qu'on a déposé peut être retiré. En réalité, ce qui pose problème à une partie de la communauté, c'est surtout que c'est un système dans lequel les riches du réseau le contrôlent. Là où sur le réseau Bitcoin, on peut avoir 3000 Bitcoins, mais on n'a aucun pouvoir décisionnel sur le réseau. Début 2018, la capitalisation totale des cryptos était de 800 millions de dollars. L'appropriation atteint son paroxysme en 2019 quand Zuckerberg propose Libra, son projet de monnaie numérique. De quoi offusquer toute la commu de cypherpunk pour qui la protection de la vie privée est le fer de lance. Quoi de plus ironique que Facebook qui vient jouer sur le terrain de la protection de la vie privée. Mais si Bitcoin est issu du mouvement cypherpunk,
cypherpunk, il est en réalité un outil de monnaie décentralisé, non censurable, plus qu'un outil de vie privée. Par définition, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. L'appropriation du concept des monnaies numériques se fera aussi par les États et en tête de liste, le champion du non-respect de la vie privée, la Chine. Cette dernière va lancer sa propre monnaie numérique en 2020 et ça c'est pire que tout pour les cypherpunks parce que non seulement leur philosophie anti-étatique en prend un coup, mais en plus de ça, la numérisation de la monnaie est ici utilisée pour supprimer l'anonymat que les paiements en cash confèrent. C'est un bafouement total de leur idéologie parce que la monnaie numérique en Chine est un moyen supplémentaire de contrôler les gens et suivre leur vie privée. Grâce à la monnaie numérique, tout est dématérialisé, tout laisse donc une trace électronique. Et à certains endroits en Chine, la trace numérique sert à établir un score social, c'est-à-dire une note fabriquée à partir de toute une série de comportements que les applications rassemblent. Ce score, il influe sur la vie quotidienne des Chinois et ça constitue une atteinte sévère aux libertés individuelles parce que ces outils sont évidemment utilisés à des fins de surveillance. Côté occidental, beaucoup de pays songent à numériser la monnaie. Ils ont compris qu'avoir de la monnaie numérique et programmable est un avantage technologique. L'inconvénient, c'est que son utilisation peut être plus traçable que celle du cash. Et c'est peut-être le point de départ de la concurrence entre Bitcoin et les monnaies crypto centralisées des différents gouvernements. Mais il y a un vrai sujet autour de Bitcoin, c'est celui de la question environnementale, qui déchaîne les passions des deux côtés du scope. Deux écoles s'opposent. Celle qui dénonce l'impact environnemental négatif de Bitcoin. L'impact environnemental de Bitcoin est décrié vis-à-vis du minage en particulier, car pour valider les transactions et sécuriser le réseau, il exige une puissance de calcul colossale, ce qui se traduit par une consommation électrique importante. Étant donné que la consommation énergétique du Bitcoin est immense et que beaucoup d'électricité utilisée provient de sources fossiles, l'empreinte carbone du réseau Bitcoin est considérable. En 2022, une étude du Cambridge Center for Alternative Finance estimait que l'extraction de Bitcoin représentait 0,4% de la consommation mondiale d'électricité, soit autant que l'Argentine tout entière. Il faut toutefois noter que le CCAF ne fait pas l'unanimité et ses méthodes sont parfois critiquées, notamment par des militants climat comme Daniel Batten, un entrepreneur, investisseur, analyste de Bitcoin et auteur néo-zélandais qui étudie les